Okay, so welcome to the Bienvenue, bienvenue au panel sur les nouvelles stratégies philanthropiques. Et aujourd'hui, nous avons 5 invités, panélistes, qui nous parleront de leur perspective depuis la perspective de leurs organisations. Je donnerai donc la parole à chaque organisation, philanthrope ou bailleur de fonds. Donc d'abord, je vais vous présenter le sujet et puis ensuite, je vous présenterai nos panélistes. Et puis chacun d'entre eux prendra ensuite la parole, fera une petite introduction de leur stratégie, de leur organisation respective, et puis on prendra la parole un par un ensuite et on pourra commencer la discussion après cela. Pour me présenter moi-même, je suis Kojo Loco, je suis chercheur au département de la santé, de la reproduction et de la famille à l'école de santé publique Bloomberg de l'université de Johns Hopkins à Baltimore. Je suis aussi directeur de The Challenge Initiative et donc à l'Institut Bill et Melinda Gates pour la santé de la reproduction et la population. J'aimerais à présent vous présenter ma première invitée, Althea D. Anderson. Elle est chargée de programme sur l'égalité de genre et la gouvernance à la Fondation William et Flora Hewlett. Althea, donc, est, comme je le disais, chargée de programme sur l'égalité de genre à la Fondation William et Flora Hewlett. Et à ce poste, elle soutient des partenariats pour concevoir des initiatives locales, pour promouvoir la justice reproductive, l'autonomie économique des femmes, leur bien-être social dans la région Afrique. Et en tant que sociologue, elle a elle-même étudié les liens entre les identités, les inégalités structurelles et la santé. Elle a 15 ans d'expérience dans la recherche en santé sexuelle et reproductive, en autonomie des femmes et l'implication des hommes pour l'égalité entre les sexes et le développement des jeunes aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Afrique. Elle a publié et présenté des ouvrages sur les inégalités de genre et les pratiques philanthropiques équitables. Bienvenue et la parole est à vous. Kojo, merci beaucoup. Puisque ce panel a pour but de vous en dire un peu plus sur notre approche stratégique et philanthropique, je peux vous dire d'abord que je dirige notre initiative d'égalité de genre et je co-dirige notre initiative mondiale de santé reproductive. Nous avons repensé, réactualisé notre stratégie globale au début de la pandémie. Et nous l'avons commencé à la mettre en place en septembre l'année dernière. Et je peux vous parler du processus que nous avons mené pour réactualiser la stratégie, mais je voudrais d'abord vous montrer une vidéo qui présente de manière ludique notre nouvelle stratégie. Pour plus de 50 ans à la Fondation Hewlett, nous nous sommes engagés à élargir l'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé pour que les femmes puissent vivre leur vie comme elles l'entendent, y compris en choisissant si et quand avoir des enfants. La santé et les droits sexuels et reproductifs ont connu de grands progrès dans le monde ces dernières décennies, mais des inégalités prononcées persistent, particulièrement celles et ceux qui font face à des défis complexes en fonction de leur âge, leurs revenus, leur niveau d'études, leur situation de handicap et leur géographie. Notre nouvelle stratégie mondiale pour l'égalité dans la santé reproductive met l'accent sur la politique et les systèmes qui visent les femmes et les filles qui font face aux plus grands obstacles en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest francophone.
Nous voulons donner des ressources et du pouvoir aux institutions africaines et aux mouvements sociaux qui sont les mieux placés pour générer des changements durables dans les 5 prochaines années. Nous travaillerons avec nos partenaires pour renforcer les écosystèmes locaux, promouvoir des politiques, des systèmes, des pratiques qui soutiennent la santé et les droits sexuels et reproductifs en investissant dans les organisations de la société civile africaine et les mouvements féministes et les institutions de recherche. Nous voulons catalyser l'accès pour l'avortement légal et sécurisé comme un élément essentiel de la santé et des droits reproductifs. Nous voulons soutenir les innovations légales pour la prestation de services pour réduire les inégalités d'accès à la contraception et aux soins d'avortement. Nous voulons soutenir les discours africains qui promeuvent l'égalité entre les sexes en investissant dans les artistes, les activistes, les influenceurs africains. Et nous pensons que dans les 5 prochaines années, les femmes et les filles africaines amélioreront leur bien-être, leurs aspirations à travers le leadership, l'expertise et les efforts collectifs des mouvements et des organisations africaines. Pour en savoir plus sur notre stratégie pour promouvoir l'égalité en santé reproductive, consultez notre site internet hewlett.org. Je suis sûre que j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur les différents résultats attendus de notre stratégie, mais ce que j'aimerais vous dire tout de suite, c'est que comme nous l'avons dû mener ce processus pendant la pandémie, cela a posé plus de problèmes qu'un processus stratégique normal. Ça a pris beaucoup de temps, ça a été assez difficile de travailler à distance, mais ça a eu aussi eu des avantages. On a eu l'opportunité d'inclure des partenaires locaux, ceux qui travaillent vraiment sur le terrain, qui voient le plus l'impact, et on les a inclus et ils ont permis d'informer notre stratégie. Et on a le sentiment que notre stratégie répond vraiment à ce que nous avons appris au cours de cet exercice. Et bien sûr, on pourra en parler un peu plus pendant notre discussion. Yeah, we're looking forward to hearing some more. So permit me to introduce Anne Stars. Anne is the director of family planning. Anne est directrice de planification familiale à la Fondation Gates. Anne Stars dirige les équipes et la stratégie générale et en coordination avec les autres stratégies mondiales de la Fondation et avec les partenaires externes pour augmenter l'accès volontaire à la planification familiale. Elle est reconnue mondialement pour son expertise et son plaidoyer pour l'égalité des sexes, pour la santé maternelle. Elle a publié de nombreux articles et des ouvrages sur la santé mondiale aux États-Unis et à l'étranger tout au long de ses 30 ans de carrière. Bienvenue Anne et nous serions ravis d'entendre vos remarques sur la stratégie de la Fondation Gates. Merci, je suis vraiment heureuse d'être ici, d'avoir l'opportunité de vous donner une vue d'ensemble de notre stratégie. Donc, nous avons aussi mené un processus de réactualisation assez long, donc ça a été assez éprouvant. Et cette stratégie a été validée en janvier 2021. Donc, ça fait déjà presque 2 ans que nous la mettons en œuvre. On a basé cette stratégie sur un ensemble d'approches analytiques. Et d'abord, nous nous sommes demandé de quoi a besoin notre champ d'études, quels sont les obstacles principaux, les opportunités dans l'espace de la planification familiale qui peuvent nous aider à avancer. Et la deuxième question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que la Fondation sait mieux faire que les autres? Quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux autres bailleurs de fonds? Et puis la troisième question qui découle de ce point précisément est de nous demander que font les autres bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'on peut compléter et comment peut-on collaborer pour impulser des progrès. La stratégie se focalise spécifiquement sur la planification familiale pour augmenter l'accès aux informations, conseils et services de qualité. Géographiquement, nous nous focalisons sur un ensemble de pays où nous sommes profondément engagés, à savoir l'Éthiopie, l'Inde et le Nigeria.
Mais nous travaillons aussi au Kenya, au Pakistan et en Afrique de l'Ouest francophone. Le budget de la stratégie de planification familiale et de la fondation est de 218 millions par an. Et le premier domaine que nous finançons, c'est la recherche et le développement pour la contraception. Comme vous savez, la Fondation Gates est financée par des fonds qui viennent de la tech. Donc, il est tout naturel que la technologie soit également un élément central de notre travail en santé publique. Donc, nous soutenons le développement de nouvelles et meilleures méthodes contraceptives. Et ce travail est façonné par de la recherche approfondie sur les préférences des utilisatrices. Qu'est-ce que les femmes valorisent le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour elles? Pourquoi certaines méthodes enregistrent des taux élevés d'interruption de leur utilisation? Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui empêche les femmes de même commencer à utiliser une méthode parfois? Donc ça, c'est un gros élément de nos stratégies. Et ensuite, nous voulons financer des approches innovantes du point de vue de l'offre et de la demande. Quelles innovations peuvent amener des progrès, des nouvelles manières de travailler, de penser? Donc, quelques exemples. Nous soutenons le travail du secteur privé, par exemple, en particulier les pharmacies, les officines, pour augmenter l'accès aux contraceptifs dans les endroits que les femmes choisissent souvent comme leur première source privilégiée. Elles préfèrent souvent les pharmacies, surtout les femmes plus jeunes et non mariées, plutôt qu'un centre de santé où les files d'attente sont longues, où elles pourraient croiser quelqu'un qu'elles connaissent, où elles pourraient potentiellement se sentir stigmatisées. Et puis, notre troisième domaine d'intérêt, c'est le passage à l'échelle des pratiques à fort impact, les pratiques fondées sur des données probantes. Et nous travaillons avec nos partenaires, l'UNFPA, l'OMS, la Banque mondiale, l'USAID, bien sûr, le Royaume-Uni, pour voir comment des approches prouvées, comme la planification familiale après avortement ou postpartum ou la délégation des tâches, peuvent être mises à l'échelle pour avoir un plus grand impact dans nos géographies clés, bien sûr, mais aussi plus largement. Et ce travail dans ces trois domaines est soutenu de manière transversale par les données. Nous cherchons à améliorer la collecte et l'analyse des données dans l'espace de la planification familiale et aussi à travers le plaidoyer. Donc voilà le résumé dans les grandes lignes. Thank you, Anne. And again, we look forward to hearing a bit more. Miles. So let me introduce Miles Kempley. Alors, je vais vous présenter Miles Kempley. Il est directeur de santé reproductive à la Children Investment Fund Foundation, ou CIF. Il dirige donc l'approche SSR à cette fondation depuis 10 ans, y compris l'auto-soin en matière de santé sexuelle et reproductive, les innovations de produits, et puis la réflexion de la Fondation sur la transition démographique. À ce jour, le portfolio de SSR de la Fondation a financé des projets à hauteur de 400 millions de dollars. Miles a commencé sa carrière dans le secteur privé et a été conseiller auprès de gouvernements et d'entreprises sociales. Avant son poste à la Fondation, il a travaillé pour des programmes de santé sexuelle et reproductive dans des contextes à revenus faibles et élevés. Merci, Kojo. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement ce sur quoi nous travaillons à CIF, puis particulièrement en matière de santé sexuelle et reproductive. Et puis je terminerai par vous expliquer dans quelle direction nous allons. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissaient pas, CIF est une fondation privée basée au Royaume-Uni et fondée par Christopher Hone il y a 20 ans. Chris est l'un des investisseurs qui a le plus de succès et son objectif en créant cette fondation était de répondre aux injustices fondamentales qui ont mené des millions d'enfants à avoir un avenir prédéterminé
simplement en fonction de l'endroit où il et elle sont nés. Donc, la Fondation vaut aussi son succès à l'application de meilleures pratiques corporate et une approche entrepreneuriale à la résolution de problèmes. De fait, notre devise, c'est que SIF existe pour résoudre des problèmes, pas juste donner des subventions. Alors, aujourd'hui, nous sommes une équipe de 200 salariés, déployés sur 5 bureaux, dont Addis Abeba, Beijing, Delhi, Londres et Nairobi. Nous visons à nous diversifier et embaucher localement. De fait, la plupart de notre personnel chargé des programmes viennent de nos pays prioritaires, ce qui n'est pas mon cas. Nous investissons dans la santé sexuelle et reproductive depuis 10 ans et c'est l'une de nos priorités. On a un grand portfolio, mais on dépense environ 90 millions de dollars par an. Et pour mettre ça en contexte, ça représente environ 20% des donations annuelles de la Fondation, avec d'autres sujets prioritaires qui comprennent le changement climatique, la nutrition, la protection de l'enfance et l'éducation des filles. Notre objectif SSR est d'améliorer le choix contraceptif pour réduire significativement les grossesses non désirées et les avortements non sécurisés et les infections au VIH. Et puis de répondre aussi aux besoins individuels des personnes pour réaliser leur plein potentiel. Géographiquement, nous nous concentrons et nous continuerons de nous concentrer sur les communautés les plus pauvres en Afrique subsaharienne et en Inde. Et puis, on travaille surtout, et peut-être que vous nous connaissez le plus pour notre travail sur les adolescents, y compris le droit de disposer de son corps, l'auto-soin aussi, l'innovation des produits, la politique publique du point de vue de la demande. Et puis nous défendons aussi l'activisme des jeunes et l'engagement significatif des jeunes et les mouvements dirigés par les jeunes. Donc cette approche nous a permis de réaliser des progrès, de voir des changements dont vous êtes tous témoins à la conférence, mais elle nous a aussi permis d'évoluer, de changer notre approche avec le temps. Et il y a 4 thèmes aujourd'hui que je voudrais souligner et sur lesquels nous allons nous focaliser. D'abord, un engagement plus profond pour la lutte contre les inégalités à grande échelle. Nous sommes honnêtement très préoccupés par la manière dont les changements de financement affectent l'accès aux droits reproductifs, particulièrement les plus marginalisés. Ensuite, les populations rurales en situation de pauvreté, celles et ceux qui ont le plus de difficultés à accéder aux services, et les sujets négligés et les régions qui sont le plus loin d'accomplir leur transition démographique, comme le Sahel. Ensuite, nous allons redoubler d'efforts pour générer des changements systémiques, développer des nouveaux partenariats, pour soutenir le leadership local sur les marchés locaux, et puis tout le travail que nous menons pour mieux coordonner l'action en réponse aux détracteurs des droits reproductifs, pour déjouer ces tactiques et répondre à la désinformation. En troisième lieu, notre engagement pour le local, pour la diversification de nos partenariats, et puis notre manière de penser aussi, pour prendre plus des décisions qui s'appuient sur le savoir-faire et les connaissances locales et le leadership local. Et enfin, en quatrième lieu, rendre nos travail plus transformateur de normes de genre, ce qui devrait être central dans notre stratégie. Et puis je souhaite reconfirmer aujourd'hui l'engagement que nous avons pris l'année dernière au Forum Génération Égalité. SIF va investir plus de 5 millions de dollars dans les 5 prochaines années pour la santé sexuelle et reproductive transformatrice de genre et pour les besoins de capital humain des jeunes femmes en intégrant les droits de santé sexuelle et reproductive à une approche holistique centrée sur les filles. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent travailler en partenariat avec SIF, sachez que nous ne sommes pas toujours faciles. Notre fondation aime co-créer des solutions, on aime le management actif, corriger notre trajectoire si nécessaire, et ça peut être difficile, mais ça nous a aidé à forger des partenariats durables. Et ça, c'est au cœur de qui nous sommes. Donc, je vous encourage à contacter l'équipe de SIF
pour en savoir plus. Merci. Brilliant. Thanks so much, Miles. So I see that we've come all the way from the United States. Donc, je vois que nous avons démarré ce tour de table, pour ainsi dire, par les États-Unis, en passant par le Royaume-Uni, et nous arrivons maintenant en Asie. Nous allons vous présenter la Fondation Zulik. Sylvie Gonzalez est directrice des partenariats à la Fondation Zulik. Et avant de rejoindre la Fondation, en 2013, elle a travaillé avec la société civile et avec des agences bilatérales pour intégrer des sessions de santé reproductive aux entreprises philippines, y compris la gestion des finances publiques, l'accès universel et la santé maternelle et infantile. Elle a travaillé et participé à la conception de la stratégie de la Fondation sur 10 ans et a développé des partenariats avec d'autres organisations philanthropiques. Et a travaillé avec les gouvernements nationaux et locaux pour soutenir la vision de la Fondation de catalyser de meilleurs résultats de santé reproductive, maternelle et infantile et nutrition. Alors, la Fondation de la famille Zulik est une philanthropie d'Asie. Nous sommes basés aux Philippines et notre mission est de catalyser de meilleurs résultats de santé pour toutes et tous les Philippines. Nous facilitons le leadership efficace dans les systèmes de santé locaux. Nos opérations sont financées principalement par la famille Zulik, avec un engagement de 20 millions de dollars entre 2012 et 2021. Et nous venons de renouveler notre stratégie sur 10 ans et nous venons de recevoir un nouveau financement de 20 millions de dollars. Et nous nous appuyons sur la responsabilité sociale d'entreprise, mais nous sommes devenus une fondation autonome. Nous sommes établis comme une ONG aux Philippines et cela nous permet de travailler directement avec les gouvernements locaux aux Philippines ainsi qu'avec nos partenaires dans les agences bilatérales. Le travail de la Fondation est ancré dans le contexte des inégalités aux Philippines qui varient selon la géographie et largement dû à la pauvreté. Aux Philippines, le Code de 1991 a permis la décentralisation de la gouvernance des programmes de santé. Et aujourd'hui, les gouvernements locaux aux Philippines sont directement responsables de l'allocation du budget et de la mise en œuvre des programmes de santé. Et ce que ça veut dire, c'est que ces gouvernements locaux devraient avoir la capacité de mettre en œuvre ces programmes, mais la plupart ne sont pas bien équipés pour gérer les structures de santé, principalement parce que ce sont des entités politiques. C'est pour cela que la Fondation cherche à renforcer le leadership dans les systèmes de santé locaux et renforcer les compétences des gouvernements. Notre travail est guidé par notre théorie du changement qui vise à donner aux dirigeants la capacité d'améliorer les systèmes de santé pour générer de meilleurs résultats. Et nous travaillons directement avec les dirigeants locaux pour nous assurer qu'ils soient réellement engagés et prêts à investir parce que c'est pour ça que nous avons des interventions de leadership, de coaching, de mentorat. Et il faut savoir qu'à la Fondation Zulik, nous ne servons pas de substitut, mais nous travaillons avec les gouvernements pour améliorer leurs compétences, pour qu'ils puissent exécuter eux-mêmes leurs programmes. Quand nous avons commencé en 2008, travailler directement avec les dirigeants locaux était surtout une idée. En réalité, les partenaires du développement travaillaient directement avec les équipes sanitaires pour résoudre des problèmes techniques. Et ils ne s'attaquaient pas vraiment aux problèmes adaptatifs comme les dynamiques d'équipe, la gestion des ressources. Et donc, nous avons commencé d'abord par une phase pilote de 2008 à 2013 dans 72 municipalités. Et après notre travail donc, de renforcement de compétences dans la gestion du système de santé, de nombreuses municipalités ont pu réduire leur taux de mortalité maternelle à 0 et ils ont même pu maintenir leur programme malgré leurs ressources limitées. Et ce travail nous a amené à collaborer avec le département de la santé, avec des universités
ce qui nous a permis de toucher 774 municipalités, 34 villes et 27 provinces dans 10 régions sur les 17 que comptent les Philippines. Et les leçons que nous avons tirées de notre projet pilote nous ont menés à nous focaliser sur les interventions clés qui sont principalement liées à la couverture sanitaire universelle, la nutrition, les 1000 premiers jours et puis la santé sexuelle et reproductive. Le pilote a aussi révélé de grandes inégalités, surtout en termes d'accès. Et c'est principalement dû à des politiques en place et à d'autres obstacles socioculturels. Donc nous sommes en train de mettre à l'échelle notre travail, principalement en matière de couverture sanitaire universelle. Et puis nous nous focalisons ainsi sur les points d'intersection dans ces domaines où nous pouvons agir pour déployer notre approche. À part la fondation, la famille Zuling donne 4,8 millions de dollars à l'université de Manille pour établir le centre pour l'égalité en santé. Et en tant que fondation, nous cherchons aussi à lever des fonds auprès des gouvernements et puis des partenaires du développement. Donc nous voulons vraiment développer la capacité des gouvernements à investir dans les systèmes de santé et à mettre à profit des financements de contrepartie également. Ce que nous voulons donc, c'est que les investissements pour la santé proviennent des gouvernements eux-mêmes et soient mis en œuvre par les gouvernements eux-mêmes. Sincerely, and I look forward to delving a little bit more to hear about how you're partnering at other foundations. And I'd like to hear from the other panelists too in terms of the kind of collaborations you have across board as donors. Allow me to introduce Tamara now. So Tamara Cranen is the director of the reproductive... Tamara Cranen est directrice du programme de santé reproductive à la Fondation David et Lucelle Packard. Elle a rejoint la Fondation en 2012 en tant que directrice du programme. Et avant cela, elle était directrice du programme Femmes et Populations à la Fondation des Nations Unies, où elle a conçu et mis en œuvre des initiatives pour améliorer la vie des femmes et des filles au niveau mondial. En se focalisant sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans le monde, le plaidoyer dans les pays du Sud et le partenariat avec les agences onusiennes, Tamara a plus de 25 ans d'expérience. Elle a été consultante pour des ONG et des organisations philanthropiques et a occupé le poste de directrice générale intérimaire de l'Association régionale de New York des bailleurs de fonds qui subventionne à hauteur de 4 milliards de dollars par an. Tamara a aussi siégé au Conseil pour l'éducation sexuelle aux États-Unis, où elle a dirigé le dialogue national sur les droits sexuels et reproductifs. Et avant cela, elle a dirigé les affaires des États et locales de la campagne nationale pour la prévention des grossesses chez les adolescentes à Washington, D.C. Elle a aussi développé un plan stratégique pour les acteurs communautaires pour la prévention des grossesses chez les adolescentes. Et puis elle est co-autrice du livre Girls Night Out. Elle a un master en administration des services de santé à l'école de santé publique de l'Université du Michigan. Et merci Kojo, vous n'étiez pas obligé de lire de tout ça, mais je suis très heureuse d'être ici. Bonjour tout le monde. Alors à la Fondation Packard, nous en sommes à ce moment de notre développement stratégique que personne n'aime vraiment car on doit dire, désolé, on est en train de planifier notre stratégie. Donc ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de vous expliquer un peu qui nous sommes, qui nous avons été jusqu'à présent et ce qu'on a en tête pour l'avenir. Et j'espère qu'en décembre, en janvier, je pourrai vous donner un peu plus de détails. Donc, comme beaucoup le savaient peut-être, la Fondation Packard travaille pour la planification familiale depuis 1964 et on s'est focalisé sur 3 thèmes.
l'éducation sexuelle, la contraception et l'avortement. Et on considère ces trois aspects comme faisant partie du continuum des droits et de la justice reproductive. Et quand on pense à ce qui est très important dans notre domaine, on pense aux jeunes, qu'on conçoit comme des récipiendaires de soins, mais aussi comme des activistes. Et puis on pense aussi beaucoup à la qualité. Bien sûr, on veut toucher tout le monde, on veut l'accès universel à la planification familiale. On veut s'assurer que chaque personne, chaque femme, chaque jeune soit placée au centre de ces soins et que chaque personne vraiment reçoive des services de qualité, soit traitée avec dignité. Donc, ça, c'est ce qui nous avons été. On finance aux États-Unis et partout dans le monde, au niveau mondial, en Afrique subsaharienne et en Asie, particulièrement en Inde. On a travaillé au Myanmar, en Éthiopie, au Rwanda et à Kinshasa en RDC. Et par la suite, vous savez, on a une nouvelle mission, vision, une nouvelle valeur à la Fondation Packard qui n'est pas si différente que de notre ancienne mission, mais maintenant on voudrait parler beaucoup plus de justice et d'équité. Donc, ce sont les deux thèmes auxquels on pense beaucoup et on cherche à savoir comment s'assurer que ce sont les personnes les plus vulnérables, les plus marginalisées qui soient les premières bénéficiaires de nos actions. Et je voudrais dire quelque chose à propos de ça parce que, vous savez, on utilise ces mots marginalisés, vulnérables, et pourtant, on préfère penser aux femmes et aux jeunes comme des personnes qui ont des avantages. Donc, on a du mal avec ce langage et on essaye de réfléchir à une nouvelle façon de parler d'elles. Et on a en tête deux choses. D'abord, on veut créer des modèles innovateurs pour promouvoir l'accès équitable aux soins. Et dans cette réflexion, on essaie de réfléchir à comment amener les soins au plus près des personnes. Ça peut être l'auto-soin, ça peut être à travers des commerces de proximité, ça peut être la télémédecine. Et puis quand on réfléchit aux soins, on parle aussi de choix et comment mettre les femmes au centre des soins. Et puis surtout, comment être vraiment sensible aux nuances de leur vie. On réfléchit aussi aux politiques et aux systèmes et comment changer les systèmes et les politiques pour qu'elles soient pour la santé reproductive et comment s'assurer qu'elles soient mises en œuvre et qu'il y ait des budgets. Donc dans ce cadre-là, on pense beaucoup à la société civile. On est très préoccupé de l'opposition qu'on voit comme grandissante. Et puis, on pense aussi à l'histoire et comment est-ce qu'on l'écrit. Et on est très conscient que notre histoire a longtemps été celle de ceux qui voulaient imposer une façon de penser et on voudrait maintenant changer cette façon d'écrire l'histoire et amplifier les voix des personnes qui sont directement touchées. Donc ça, ce sont des perspectives auxquelles on pense dans l'écriture de notre stratégie. Et en termes géographiques, on voudrait cibler les régions avec une forte population jeune, donc ça c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Donc on est en train aussi d'explorer l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, l'Inde et le Népal. Mais tout ça ce sont des explorations, on en est encore au début de notre réflexion là-dessus. Et puis j'aimerais vous dire quelques mots sur la manière dont nous travaillons. Alors nous pensons d'abord qu'il est extrêmement important d'avoir les pieds sur terre, d'observer le contexte local, d'observer les données et puis de revenir à nos valeurs. Des valeurs d'humilité, d'intégrité et un respect réel pour les personnes qui sont directement touchées et puis écouter leurs expériences. Généralement, nous finançons des projets surtout locaux avec des consultants et des conseillers locaux. Pour aller au-delà, aider à rassembler les parties prenantes, travailler avec les gouvernements et renforcer les organisations locales, amplifier la voix des leaders locaux. Et puis, on ancre notre financement local dans un soutien régional et mondial. Donc, on conçoit ça comme une dynamique top-down et bottom-up.
on est convaincu qu'on apprend le mieux localement, ça nous donne de la crédibilité, mais en même temps, c'est essentiel d'avoir des processus mondiaux comme les recommandations de l'OMS, qui à leur tour ont un impact sur les gouvernements. Donc c'est un processus un peu itératif. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous communiquer bientôt notre stratégie. Et demain, nos nouveaux objectifs seront publiés sur notre site internet. Et puis en janvier, on devrait avoir plus d'informations en fonction de ce que les membres de notre conseil d'administration auront confirmé comme étant notre prochaine stratégie. Quite a lot of people they've been waiting for that strategy to come out. Bits and pieces of it has leaked out though, so we're looking forward to it. Let's get into talking a bit amongst ourselves, and let me start with Althea. Alors, je vais commencer ce tour de table avec Althea. Alors, à la Fondation Hewlett, votre stratégie a commencé par se focaliser sur le renforcement des écosystèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour construire et maintenir des écosystèmes solides? Alors, ce que je peux vous répondre, c'est que renforcer les écosystèmes, c'est une nouvelle approche de notre stratégie mondiale pour l'égalité de genre. Elle a émergé au cours de la réactualisation de notre stratégie avec nos partenaires et avec d'autres organisations et acteurs locaux qui nous ont tous dit qu'ils sont les mieux placés pour répondre aux besoins de toutes les femmes et toutes les filles, mais seulement si les décisions et les ressources sont les plus proches des personnes directement touchées. Et ça fait écho un peu à ce que mes collègues viennent de dire. Donc, renforcer les écosystèmes de santé sexuelle et reproductive, particulièrement en Afrique de l'Est et de l'Ouest francophone, c'est notre principal objectif. Ça représente la moitié de nos subventions. Au total, notre stratégie mondiale pour l'égalité de genre, on parle de 20-25 millions de dollars par an. Donc, je vais vous répondre à votre question sur l'effort que ça représente, mais d'abord, laissez-moi vous dire quelques mots sur ce que ça veut dire, sur le sens de ça. Donc, vous savez, cette première année, notre stratégie, le renforcement des écosystèmes a eu beaucoup de formes différentes. D'abord, ça voulait dire transférer les ressources du siège social des organisations, de plaidoyer, de services, vers leurs bureaux régionaux et locaux. On a aussi soutenu la recherche et le plaidoyer local, à la fois à travers des financements directs, et aussi en raison du modèle de travail de Hewlett à travers des subventions intermédiaires. Et en troisième lieu, ça c'est assez nouveau, on encourage de nouveaux partenariats avec des mouvements féministes et des organisations qui défendent les droits des femmes. Donc ça, ce sont des organisations qui sont tout à fait capables de générer des progrès pour la justice sociale, mais elles ont été généralement sous-financées dans notre secteur. Donc tout ça, c'est un peu le comment nous travaillons, mais nous travaillons maintenant aussi avec une équipe chargée du suivi, évaluation et apprentissage qui sont à la fois basées dans les régions et aux États-Unis pour réfléchir ensemble avec nos partenaires à ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Et ce matin, on a eu une réunion avec nos autres partenaires et on s'est posé cette question. Renforcer les écosystèmes, vous savez, mesurer cela, évaluer ça, c'est quelque chose de difficile pour plusieurs raisons. D'abord, traditionnellement, la façon dont on pense au progrès, à l'impact, on demande généralement à chaque organisation individuelle d'évaluer sa propre contribution vers un objectif commun. Et aujourd'hui, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il nous faut faire collectivement pour encourager la collaboration entre les organisations qui souvent ont eu l'impression d'être en compétition un peu. Alors, en fait, on voudrait savoir maintenant qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ces organisations collaborent ensemble. Et cela, ça va demander beaucoup plus donc, de collaboration au-delà du travail fragmenté de chaque organisation.
Et quand on réfléchit au renforcement des écosystèmes, il faut savoir que toutes les organisations ne vont pas forcément être disponibles ou prêtes à collaborer. Par exemple, on a financé de la recherche depuis longtemps et parfois cette recherche est complètement séparée du monde du plaidoyer cette recherche demeure dans le domaine des sciences et n'est pas vraiment partagée avec les acteurs du terrain. Donc, on essaie de savoir comment est-ce que les acteurs peuvent travailler de manière plus complémentaire. Et parfois, ça ne veut pas dire collaborer directement, mais au moins savoir et comprendre ce que font les autres et comprendre comment son propre travail peut compléter des initiatives qui sont déjà à l'œuvre. Si par exemple vous allez voir le ministère de la Santé avec des messages de plaidoyer, avec des données, c'est vraiment important de comprendre ce que les autres font dans votre écosystème. Vous pouvez bien sûr faire front commun, mais au minimum être confiant de ce qui se passe dans votre écosystème et comprendre comment à la fois renforcer votre propre écosystème, mais aussi comprendre qu'est-ce qui caractériserait les progrès. Anne, dans votre présentation initiale, vous nous avez parlé de l'investissement conséquent de la Fondation Gates dans la recherche et le développement pour la technologie contraceptive. Combien de méthodes est-ce que vous prévoyez d'introduire au cours de votre stratégie? Ou est-ce qu'on parle ici plutôt d'un objectif de plus long terme, au-delà de 10 ans? C'est une très bonne question et c'est assez difficile d'y répondre, à vrai dire. Je vais d'abord dire que nous dépensons environ 30% de notre budget total, donc environ 80 millions de dollars par an, consacrés à la recherche et au développement. Et ce qui nous fait de nous l'un des plus grands donateurs. Et on pourrait penser que beaucoup de compagnies pharmaceutiques investissent dans la recherche sur la contraception, mais à vrai dire non, quelques-unes le font. Et elles sont là à la conférence, mais la plupart n'investissent pas dans la recherche sur la contraception. En réalité, beaucoup de compagnies pharmaceutiques sont dirigées par des hommes et c'est peut-être là l'une des raisons à ce manque d'intérêt. Mais pour nous, alors il y a un thème très important autour du développement de méthodes qui pourraient correspondre à la catégorie d'auto-soin, donc des méthodes que les femmes peuvent accéder et s'administrer elles-mêmes sans dépendre d'un agent de santé, par exemple. C'est assez difficile de travailler dans la recherche et le développement contraceptif parce qu'il y a des conditions et des conditions très importantes et rigoureuses concernant les essais cliniques, puisqu'on teste ces méthodes sur des femmes en bonne santé en âge de procréer. Donc, ce sont des essais cliniques qui prennent beaucoup de temps. Et cela prend donc beaucoup de temps pour prouver la sécurité et l'efficacité de ces produits. Mais bon, brièvement, les produits sur lesquels on travaille à l'heure actuelle qui sont assez prometteurs, l'un d'entre eux, c'est une pilule contraceptive qu'on prendrait une fois par mois. Les défis, de manière générale, de la pilule telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est de se souvenir de la prendre tous les jours. Donc, une pilule mensuelle, ça permettrait de la prendre une seule fois par mois. Et puis, le saignement, donc avoir ses règles tous les mois, permettrait de se souvenir de la reprendre ensuite. Et puis, la recherche qu'on a menée auprès des utilisatrices potentielles montre que cette méthode-là est la plus prometteuse, celle que les femmes semblent le plus apprécier, en tout cas l'idée de cette méthode. Ensuite, il y a déjà un injectable qui est auto-injectable, donc qui est déjà sur le marché, qui a une durée d'efficacité de 3 mois, et on est en train de développer un produit qui pourrait augmenter cette durée jusqu'à 6 mois. Ou en tout cas une durée qui soit inférieure à 1 an mais supérieure à 3 mois. Et puis on développe aussi un produit qui ressemble comme à un pansement qu'on pourrait mettre sur son bras avec de très petites projections, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, pas des aiguilles, qui
administre donc le contraceptif hormonal à travers le bras. Et la durée d'efficacité pourrait varier, mais on est toujours en train de développer ça. Et ces 3 méthodes-là prennent beaucoup de temps à être développées. L'auto-injectable et la pilule, c'est vraiment quelque chose. Même si ce seraient les méthodes les plus rapides à développer, on parle d'au moins 8 ans, donc 8-10 ans. Effectivement, c'est très intéressant de voir qu'il y a peut-être de nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché, mais les délais sont assez longs, effectivement. Pharmaceutical companies do not invest that much in there. Very interesting conversation around that. So Miles, I'd like to. Alors Miles, j'aimerais vous demander, vous savez, le travail de votre fondation est très intéressant sur le changement climatique. ASIF, bien sûr, vous êtes connu comme un financeur du changement climatique, enfin, contre le changement climatique. Et comment est-ce que vous reliez votre travail pour la santé et le changement climatique? Oui, alors, SIF est l'une des plus grandes fondations qui investit dans le thème du changement climatique et la plus grande fondation aux États-Unis. Donc ce travail, ça représente à peu près la moitié de ce que finance la fondation. Et cela fait très longtemps que nous nous focalisons sur la mitigation du changement climatique. Et nous cherchons à appliquer l'accord de Paris, de la COP 21. Ça, c'est une partie fondamentale de qui nous sommes. Et bien sûr, la crise climatique est l'une de nos premières priorités pour la Fondation. Cela étant dit, la crise climatique signifie que nous observons de plus proche la résilience climatique et le besoin d'avoir une transition énergétique juste et équitable. C'est pour ça qu'on veut défendre des investissements qui permettent de relier le financement du plaidoyer autour du climat en lien avec le renforcement des systèmes de santé pour la résilience climatique, investir dans la sécurité alimentaire, dans les systèmes alimentaires. Mais de manière plus importante encore, le travail nécessaire pour permettre à l'architecture du financement mondial, du développement international d'être plus juste, plus équitable. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas passionné. Il y a beaucoup d'élan et d'enthousiasme autour de ça en ce moment. Et nous souhaitons être une organisation leader dans ce domaine-là. Donc, le travail dans la santé sexuelle et reproductive, c'est vraiment un thème qui nous tient à cœur aussi. On veut l'intégrer à notre environnement du financement. Mais ce qu'il faut faire réellement, c'est changer fondamentalement le système du financement. Et ce qui doit arriver aujourd'hui, c'est vraiment la grande priorité pour moi, pour nous. Et dans les années à venir, nous allons investir beaucoup plus dans des solutions financières dirigées par les pays qui soient plus durables et qui permettent la santé sexuelle et reproductive, qui comblent les manques de financement actuels pour la santé sexuelle et reproductive et qui rendent l'accès et le choix contraceptif quelque chose de non discriminant. Donc ça, ces sujets-là continueront d'être des priorités extrêmement importantes pour nous.
Cindy, votre fondation, la Fondation Zuelig, travaille déjà depuis 2 décennies, sinon plus, aux Philippines. Quel est pour vous le futur, l'avenir de la philanthropie pour la santé sexuelle et reproductive aux Philippines? Alors, comme beaucoup de philanthropies asiatiques, on est très basé sur la famille et la culture. Donc, c'est très différent au type d'œuvre philanthropique qui a lieu aux Amériques, en Afrique et en Europe. En Asie, et particulièrement en Asie du Sud-Est, la philanthropie pour la santé reproductive et la planification familiale est très conservatrice. En fait, elle reflète les valeurs individuelles de la famille philanthropique et de son œuvre philanthropique. Et donc, comprendre comment la planification familiale peut être promue, quelle image on peut lui donner en rapport à la culture locale et aux valeurs locales, c'est quelque chose de très important. Nous, on a travaillé en réalité avec des partenaires qui crient haut et fort leur opposition à la planification familiale. Ils nous ont dit à plusieurs reprises qu'ils ne veulent pas promouvoir des contraceptifs modernes parce que ça ne représente pas leurs valeurs. Donc c'est très important de comprendre comment ces partenaires fonctionnent et puis comprendre aussi quels sont nos points d'intégration communs parce que même s'ils ne veulent pas promouvoir les contraceptifs modernes, on peut tous se mettre d'accord sur l'importance de la santé maternelle et infantile par exemple ou de l'accès universel aux soins. Donc je pense que trouver les points de réunion, de rencontre et de créer des réseaux de convergence, c'est quelque chose de très important. Et même si les membres de ces réseaux ne croient pas tous dans la santé reproductive, lorsque ce sujet-là est présenté conjointement avec la planification familiale, le changement climatique, la résilience climatique, particulièrement aux Philippines, qui est très enclin au désastre. Quand on présente la planification familiale avec d'autres sujets plus englobants, alors ça ne devient pas juste un problème de méthode, parce que aux Philippines, le grand problème, en fait, retombe souvent sur la méthode elle-même, mais il s'agit plutôt de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir ensemble l'accès aux soins, ou même en termes de financement, donc de soins primaires. Donc je pense que l'avenir de la philanthropie, et particulièrement en Asie du Sud, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les différentes œuvres philanthropiques peuvent se complémenter. Tamara, j'ai 2 questions pour vous qui sont liées. D'abord, qu'est-ce que nous devrions, en tant que communauté internationale, sur quoi nous devrions nous focaliser et qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit? Ah oui, ces 2 questions-là sont bien connectées. Et je vais vous dire quelque chose. D'abord, je crois qu'en tant que communauté internationale, il faut qu'on réfléchisse à comment aller jusqu'au bout en termes d'égalité. Je pense que c'est quelque chose auquel on pense tous et c'est très important. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à comment maintenir ce mouvement dynamique et durable. Et c'est une culture qui va tellement rapide, vous savez, c'est une culture mondiale, globale. On veut toujours chercher la nouvelle idée. Et malgré tout, il faut qu'on garde le cap. Il faut qu'on ne perde pas de vue les femmes. Et comment garder donc l'attention des gens, des gouvernements et dans les budgets, comment garder leur attention sur les femmes, sur ces sujets-là. Donc ça, je pense que c'est un sujet critique. Et c'est couplé avec une inquiétude réelle quant à l'opposition. La plupart de cette opposition vient des États-Unis. Elle est extrêmement bien financée et elle se sent plus forte que jamais en raison de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Et je pense qu'on ne veut pas retourner en arrière. Donc il faut vraiment qu'on ne perde pas de vue notre objectif de défendre la vie des femmes, de prendre en compte leurs expériences, leurs besoins et comment nous tous, comment la santé reproductive aussi informe le reste de leur vie, comment est-ce que ça se lie avec leur sécurité alimentaire, leur autonomie économique.
Donc ces deux choses ensemble, la durabilité du mouvement et comment est-ce que nous défendons de l'opposition, je pense que ça va être critique, déterminant. Et enfin, j'aimerais ajouter la stigmatisation. Je pense que l'avortement, la contraception, les messages autour de la sexualité sont stigmatisés de tant de manières. Le plaisir sexuel aussi. Et nous tous, en tant que communauté, il faut qu'on change ça. Tout le monde aime dire oh, « nous sommes l'endroit le plus conservatif du monde ». On voit ça aux États-Unis, on voit ça partout dans le monde. Et pourtant, il faut qu'on change la façon dont on parle de ça pour arrêter, pour en finir avec la stigmatisation de ces sujets-là. So permit me, Anne, can I come back to you on just to learn a little bit more about how do you leverage Comment est-ce que vous créez des partenariats à la Fondation avec d'autres bailleurs de fonds pour réaliser des synergies? Silda nous a déjà parlé de l'importance des partenariats dans leur système aux Philippines, qui connaît certaines oppositions du secteur privé. Mais ce serait intéressant de savoir, d'entendre de la Fondation Gates, comment est-ce que vous pensez le partenariat dans votre espace et quels sont vos critères aussi pour choisir vos partenaires? Alors c'est une question générale, je vais essayer d'y répondre par quelques exemples. Donc, et Miles a déjà parlé de ça. On se focalise beaucoup et ça sonne un peu creux comme ça, un peu inintéressant, mais on se focalise beaucoup sur les produits parce que les femmes, les filles ne peuvent pas exercer leur droit de décider de si, quand, combien d'enfants avoir si elles n'ont pas accès aux produits de contraception. Ok, il y a quelques méthodes qui ne requièrent pas de produits, mais bon, de manière générale, des produits sont nécessaires. Donc, il faut y avoir, enfin, vous voyez, c'est un système compliqué. Les femmes et les filles, leur vie reproductive est longue, c'est 25-30 ans et c'est autant d'années où elles sont sujettes à des grossesses non désirées. Et pourtant, leur désir, leur situation de vie varie dramatiquement au cours de ces années et elles ont besoin d'accéder à différents types de progrès selon le moment où elles en sont dans leur vie. Donc, il faut qu'on s'assure que au niveau du système de santé, y compris dans le secteur privé, les femmes peuvent accéder à une large gamme de produits pour pouvoir prendre une décision éclairée sur leur contraception. Donc, on travaille avec CIF, avec USAID, avec d'autres partenaires comme le NFPA sur ces commodités-là et l'efficacité du système des commodités. Donc, je sais que ça a l'air un peu technique comme ça, mais bon, l'autre sujet clé sur lequel on se focalise, ce sont les partenariats pour assurer une voix, pour nous assurer d'avoir une voix claire pour défendre les droits de santé reproductive. Donc, c'est pour ça qu'on soutient FP 2030, qui est un grand partenaire de cette conférence. On soutient le partenariat de Ouagadougou. Vous les avez vus dans la session de ce matin sur la planification familiale et la couverture sanitaire universelle. Le partenariat de Ouagadougou est un partenaire clé pour la couverture sanitaire universelle. Et vous savez, nous, on a souvent utilisé dans notre domaine la devise « la planification familiale permet de sauver des vies », ce qui est vrai, ça permet de réduire les risques de mortalité. Mais je pense qu'il faut qu'on change un peu notre approche ou qu'on l'élargisse et qu'on se demande comment est-ce que la planification familiale peut transformer des vies. Comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes de comprendre comment la planification familiale peut leur permettre de réaliser leur potentiel, de suivre des études. Tout ça est rendu possible par la planification familiale. Et à la Fondation Gates, après qu'on ait réactualisé notre stratégie, vous avez vu notre
notre présidente de l'égalité de genre, Anita Zaidi, ce matin, elle vous a expliqué que la planification familiale a été déplacée sous la bannière de l'égalité entre les sexes, l'égalité de genre. Et je pense que ce changement est symptomatique et aussi emblématique de cette nécessité de changer de paradigme. Donc, je pense que c'est très important d'ancrer ce message. La planification familiale, les droits de santé sexuelle et reproductive sont fondamentaux pour permettre aux femmes de réaliser ce qu'elles veulent réaliser. Althea, j'aimerais revenir à vous. Dans votre stratégie dont vous nous avez parlé, vous avez mis l'accent sur le transfert de pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça a évolué sous votre stratégie? Il y a eu au fil des années beaucoup d'intérêt porté sur ce sujet, mais comment est-ce que ça s'est transformé ces derniers temps? Oui, je pense que ces dernières années, il y a eu tellement de conversations autour de ce sujet et le transfert de pouvoir, c'est vraiment le terme qui fait buzz aujourd'hui. Nous, on a eu l'opportunité, je pense, grâce à la pandémie, de nous poser la question sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce transfert de pouvoir, et de définir une stratégie, définir comment est-ce qu'on approche notre réactualisation de la stratégie, etc. Et donc le transfert de pouvoir pour nous, ça a pris beaucoup de formes. Je vais d'abord vous parler de la réactualisation de notre stratégie, puis ensuite de la mise en œuvre. Alors, comme je vous en ai déjà parlé, puisque on a eu l'opportunité d'avoir toutes ces personnes ont pu nous rejoindre virtuellement, on a demandé l'aide de beaucoup de personnes au niveau régional qui n'avaient jamais été impliquées dans ce processus stratégique auparavant. Et on s'est aussi assuré d'avoir donc des personnes représentant des régions dans lesquelles nous travaillons, et on s'est assuré que ce soit nos consultants sur notre stratégie. Et ça a été une grande évolution dans notre façon de travailler. On n'avait jamais vraiment travaillé comme ça avant, donc même en tant qu'organisation qui finance le développement, donc comme intégrer les personnes du terrain dans le développement de notre stratégie, ça a été une innovation pour nous. À partir de ça, on a donc réalisé développé notre stratégie, et puis on s'est assuré que les objectifs reflètent vraiment les besoins locaux. Donc renforcer les écosystèmes, c'est comme, en fait, ça revient à se demander comment transférer le pouvoir pour s'assurer que les ressources et les décisions soient prises au plus proche du terrain. Pour nous, la façon dont ça se traduit, c'est qu'on peut financer directement des organisations de recherche, de plaidoyer, de services locaux en Afrique. Mais parce qu'on a un modèle, on travaille beaucoup avec des intermédiaires, c'est pas toujours possible. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on travaille par exemple aujourd'hui avec des ONG internationales, avec le Fonds pour les femmes. Et on se demande, si nous on était Hewlett donnant des fonds directs aux organisations locales, techniquement, généralement on donnerait beaucoup de fonds flexibles pour leur permettre de financer leurs opérations. Mais à travers notre modèle donc d'intermédiaire, on essaie de se demander qu'est-ce qui permet dans ce processus de refléter ce même niveau de confiance qu'on souhaite avoir. Ça a été beaucoup de travail de repenser ce qui permet ce niveau de confiance, de flexibilité et dans ces types de relations intermédiaires. Mais c'est une forme de transfert de pouvoir. Et on en a beaucoup parlé. Les philanthropes ont besoin de transférer leur pouvoir, mais la réalité, c'est que les pouvoirs ont beaucoup de couches différentes. Et il faut vraiment. La question, c'est de savoir comment tous les acteurs réussissent à travailler ensemble, intégrer les parties prenantes locales dans le développement de stratégie. Ça a été très important parce qu'on a pu être transparent quant à l'enveloppe complète le budget qu'on avait pour le sujet.
Et on a fourni des services d'interprétariat pour pouvoir que tout le monde puisse discuter des sujets. On a été très transparent d'un point de vue de notre budget. Donc ça, ce sont vraiment des aspects critiques du transfert de pouvoir qu'on essaye de vivre au quotidien. Thank you, Althea. So I'm looking at the time and we have barely 15 minutes left. What I'm going to do is Alors, ce que je vais faire, c'est que, au public, je voulais vous dire que j'aurais vraiment aimé que vous ayez l'opportunité de poser des questions, mais j'en ai encore j'ai quelques questions à poser encore. Donc, à Miles et Zelda, j'ai des questions pour vous et ensuite, j'aimerais demander à chacun d'entre vous de clore ce panel en quelques mots. Et j'espère que vous pourrez lire la pensée du public et peut-être répondre à des questions qui n'auront pas encore été traitées. Donc, sur ces mots, Miles, est-ce que vous pourriez me dire, vous savez, SIF a toujours placé les adolescents et les jeunes au centre de votre travail de santé sexuelle et reproductive. Est-ce que c'est en train de changer? Ok, alors je vais être très rapide. Nous sommes toujours très engagés pour les jeunes. Notre investissement est conçu avec les adolescents et les jeunes au cœur de notre conception et de nos programmes. Ça a été toujours une constante et ça ne va pas changer. Mais ce qui est encore plus intéressant, ou la bonne nouvelle, c'est qu'on veut aller encore plus loin. Et nous reconnaissons le rôle crucial que les droits de santé sexuelle et reproductive, leur rôle crucial que ces droits jouent dans la vie des gens, des jeunes en particulier, et comment ils façonnent la prochaine génération. Et on pense aussi que les jeunes et leurs droits sexuels et reproductifs doivent être conçus de manière holistique. Les jeunes doivent être vus comme des personnes autonomes qui ont le droit de disposer de leur corps, de prendre des décisions. Et on a décidé de positionner une plus grande partie de notre travail de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes dans un cadre de travail qu'on appelle Girl Capital, ou le capital filles. Et l'idée, c'est vraiment de replacer les jeunes au centre de notre approche et de relier tout le travail extrêmement important et vital sur la santé, de le relier à d'autres aspects de leur vie, comme le renforcement de compétences, l'éducation, les études, leurs compétences de vie réellement. Et cette approche a déjà été mise en œuvre localement par nos partenaires en Inde notamment et ensuite en Afrique de l'Est. Et cette approche va réellement être un aspect important de notre travail par la suite. Et au cœur de cette réflexion est une croyance que l'autonomie est fondamentale et elle doit vraiment façonner notre approche des jeunes et de leur santé. Ce qu'on pense, c'est que les jeunes, en fait, devraient être une priorité de toutes les stratégies des bailleurs de fonds qui financent ce domaine. Les jeunes femmes, les jeunes garçons doivent être une population cible prioritaire. Et en tout cas pour nous, ils continueront à faire partie de notre population propriétaire en ce qui concerne notre lutte contre les inégalités. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun changement. Nous sommes toujours fortement engagés à soutenir et financer les jeunes. Thank you, Miles. So Sylvie, you talked about leveraging and working with other foundations, etc.
En quelques mots, pourriez-vous nous éclairer sur certaines des stratégies que vous employez pour impliquer les partenaires, pour passer à grande échelle vos programmes? Je sais que la mise à l'échelle, c'est un peu le mot qui fait buzz, mais dans votre travail, mais quelles sont les étapes que vous suivez pour impliquer vos partenaires? Alors, à la Fondation, oui, on travaille beaucoup, on essaie beaucoup de diffuser notre expertise et notre travail. Donc, certains ont dit qu'on donne tout simplement notre technologie aux partenaires, mais que c'est un peu comme ça qu'on fait pour intégrer notre travail aux activités quotidiennes de nos partenaires. Par principe, nous ne recevons pas de subventions des gouvernements. On travaille avec les agences bilatérales, mais on ne reçoit pas de financement directement des gouvernements. Donc, c'est vraiment important de travailler avec d'autres partenaires pour se compléter. Et puis, vous savez, aux Philippines, on est en train de passer un système entièrement décentralisé. Donc, c'est vraiment d'importance critique de trouver des plateformes qui puissent intégrer différents types de santé, de soins primaires, y compris la planification familiale, pour s'assurer que les gouvernements ne voient pas vraiment la planification familiale comme simplement des interventions programmatiques, mais comme un élément clé pour réellement mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle. Et pour les institutions philanthropiques, particulièrement en Asie, dans les pays du Sud, en voie de développement, on sait qu'il y a de nombreux programmes qui investissent dans les systèmes et la technologie de manière très importante, mais ils ne travaillent pas directement avec les gouvernements et s'attendent à la fin de leur programme que les gouvernements s'approprient automatiquement et soutiennent avec le même niveau d'intérêt leur programme. Et ça, c'est problématique. Donc, nous, à la Fondation, on travaille avec les partenaires au gouvernement dès le début pour s'assurer qu'ils apportent ensuite les ressources dont on a besoin. Alors, on en est presque à l'étape où je vais vous demander à chacun de résumer, mais j'ai une question pour vous, Tamara. Qu'est-ce qui est pour vous, d'importance critique pour le travail des bailleurs de fonds? Qu'est-ce que vous diriez aux nouveaux bailleurs? Aux nouveaux donateurs. Alors d'abord, je dirais qu'ils définissent leurs valeurs et passer beaucoup de temps à écouter. Écoutez-nous, bien sûr, mais de manière plus importante encore, aller parler aux gens dans le monde. Et moi, j'aurais tendance à vous dire écoutez et parler aux jeunes, aux femmes, aller ayez des conversations profondes avec les communautés et essayez de ne pas imposer votre point de vue. Ça, c'est toujours très important parce qu'il faut respecter les conditions de chacun. Donc, c'est très important de comprendre et d'écouter le contexte de chacun et donc définir les valeurs, comprendre le contexte, écouter réellement et regarder les données probantes qui changent beaucoup. Donc, il faut continuer constamment à les observer et puis savoir qu'est-ce qui vous passionne. Je pense que la philanthropie, c'est un art, pas une science. Il n'y a pas vraiment une manière standard de dire faites ci, faites pas ça. Donc, ce que je voudrais vous dire, ou ce que j'aurais à dire, c'est de définir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Et c'est pas forcément une mauvaise idée de faire ce qu'on aime faire. Et est-ce que vous avez envie de prendre le chemin le plus difficile? Ou est-ce que de cibler des objectifs difficiles à atteindre ou simplement chercher des objectifs plus faciles à réaliser? Est-ce que vous voulez vous focaliser sur la technologie contraceptive ou le travail communautaire ou un peu les deux? Est-ce que vous voulez changer les systèmes ou les vies une à la fois? Donc ça, c'est le type de questions que je me demanderais si j'étais nouveau bailleur. Et puis, savoir aussi qu'on peut changer la vie. Oui, en fait, il s'agit vraiment de créer des ponts, n'est-ce pas?
Et pour ceux d'entre nous qui sommes implémenteurs, exécutants de programmes, c'est important de voir comment les bailleurs de fonds créent des ponts. Donc, pour terminer, conclure ce panel, est-ce que vous pourriez chacune transmettre au public une déclaration sur ce que vous aimeriez transmettre à propos de la philanthropie, votre travail? Atiyah, j'avais commencé avec vous et je vais commencer à nouveau avec vous. Est-ce que vous pourriez en 1 minute nous donner vos conseils? Kojo, je vais vous répondre, mais aussi vous faire un appel à l'action. Et je pense que ce que j'ai appris de cette conversation, c'est que l'une des choses qui sont vraiment importantes en philanthropie, c'est la qualité de nos partenariats. Et ça, c'est valable à la fois pour les partenariats entre nous, bailleurs de fonds, on collabore sur certaines initiatives, mais on a aussi des façons de travailler très complémentaires en termes de centres d'intérêt, de force, de niche vraiment dans laquelle on s'inscrit. Et puis, je parle aussi des partenariats avec nos récipiendaires. On doit toujours continuer à cultiver ces partenariats, assurer des partenariats transparents qui sont fondés sur la confiance et l'humilité, pardon. Et je pense qu'en tant que bailleurs de fonds, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de travailler et vraiment investiguer quelle est la qualité de ces partenariats et continuer de les cultiver et de vraiment se focaliser sur les partenariats qui nous aident à promouvoir notre vision vers des objectifs communs. Anne, qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous savez, il y a sans doute des gens dans le public qui ont des questions sur la Fondation Gates. Qu'est-ce que vous pensez que ces personnes-là voudraient savoir? Si je suis un peu philosophique pour 2 secondes, ce que j'ai envie de dire, c'est que une caractéristique fondamentale de tous les bailleurs de fonds, et vous savez, je suis assez nouvelle dans ce domaine, ça ne fait que 3 ans et demi que je suis à ce poste, mais je pense que c'est très important d'être humble, curieux et de s'attendre toujours à faire face à l'inattendu. Comme Tamara l'a dit, il faut toujours écouter, regarder les données probantes et les analyses qui changent, c'est vrai, mais ça vous donne des réponses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous savez, moi, parfois, j'ai pensé que j'avais la réponse. Et, bon, pour être franc, c'est le cas dans de nombreux cas, quand ça fait longtemps qu'on travaille dans ce domaine. Mais parfois, vous voyez les résultats et vous êtes complètement pris par surprise et en fait vous vous rendez compte que vous n'aviez pas raison. Donc regardez les données probantes, comprendre ces questions avec de la curiosité et de l'humilité, c'est fondamental. Miles, c'est à vous. Alors oui, très rapidement, peut-être que, bon, j'imagine que vous avez tous compris que la plupart des questions ce soir avaient déjà été préécrites avec Kojo. Je suis sûre que si on vous demandait à vous, qu'est-ce que vous aimeriez nous demander, vos questions seraient probablement plus dures. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, en particulier, et Sif, nous bénéficions d'un certain privilège, c'est vrai. Nous bénéficions d'un privilège lié à des inégalités structurelles. Et en tant que bailleur de fonds, dans notre position, il faut qu'on soit redevable. Donc, je vous encourage de nous poser des questions difficiles. Et je suis sûre que certains d'entre vous demandent comment est-ce qu'on devrait les approcher, comment est-ce qu'on devrait parler à ces fondations. Mais moi, j'aimerais vous retourner la question et vous encourager de nous communiquer vos principes et de nous approcher d'une position de force, de pouvoir. Et en tout cas, c'est ce que je peux dire au nom de SIF, bien sûr. Wow, je pense que tout le monde a été très heureux d'entendre ça. Silda, quel est votre dernier mot? En réalité, j'ai appris beaucoup de cette session. Et comme Tamara l'a dit, c'est très important de comprendre le contexte et puis aussi d'écouter, bien sûr.
mais aussi comment est-ce qu'on apprend en tant que bailleur de fonds, en tant qu'organisation, comment est-ce qu'on apprend avec nos parties prenantes, avec nos partenaires. Et comme ce que Miles a dit, la redevabilité est importante. Pas simplement pour l'argent, les fonds qu'on distribue, mais aussi pour les objectifs qu'on se fixe. Comment est-ce qu'on pourra rendre des comptes pour nous assurer que on soit perçu en fonction du travail que l'on mène? Et donc ça, c'est des questions que nous, personnellement, on se pose tous les jours. Tamara, vous avez le dernier mot. Bon, ce que j'allais dire, l'humilité, la curiosité. Et laissez-moi développer un peu. Vous savez, je me souviens quand je n'étais pas bailleur de fonds et quand je recherchais des fonds. Et pour moi, il y avait cet immense mur de béton entre ces deux mondes. C'était un grand mystère, ce qui se passait chez les bailleurs. Et aujourd'hui, bien sûr, on essaye de ne pas être comme ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous, les bailleurs de fonds, on cherche toujours une bonne idée, on cherche toujours la prochaine innovation, l'idée audacieuse. Donc n'ayez pas peur de remettre en cause la philanthropie. Comme Miles l'a dit, il faut qu'on soit redevable. Mais aussi, n'ayez pas peur de nous présenter une idée dont vous n'êtes pas vraiment sûr, parce qu'on cherche toujours des nouvelles idées. Nous sommes curieux, je pense que sinon on ne ferait pas ce travail-là. Et je pense que mon dernier mot, puisque c'est moi qui ai le dernier mot ce soir, être ambitieux, soyez ambitieux au nom des femmes, au nom des jeunes et au nom de la santé sexuelle et reproductive, et soyez audacieux. Cette discussion a été vraiment fantastique. Pour moi-même, en tant qu'exécutant de programme, on n'a pas souvent ce type de conversation. Et avant cette session, je me rappelle, on avait discuté, il faudrait peut-être qu'on aborde qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau. Mais je pense que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous voient les choses et se demandent s'il y a un mystère derrière ce rideau. Mais mesdames et messieurs, vous voyez comme il n'y a pas vraiment de mystère, il n'y a pas vraiment de rideau. Nos panélistes ce soir ont été très ouverts et transparents sur ce à quoi ils sont en train de réfléchir, sur leur stratégie et ce qu'ils recherchent vraiment. Quels sont leurs objectifs? Et vraiment, leur objectif, au final, c'est de créer un monde meilleur et de s'assurer que lorsqu'il n'y a pas d'accès, qu'on crée un accès. Et donc, je pense que pour nous, et je parle au nom de nous, les implémenteurs, les exécutants de programme, en fait, il faut qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit fidèle à ce en quoi on croit et qu'on crée des ponts, qu'on relie en toute transparence et en ouverture et puis qu'on communique notre sens et notre engagement pour transformer et créer un monde meilleur. Donc j'aimerais remercier nos panélistes ce soir qui ont été fantastiques. J'espère que cette conversation continuera et qu'on trouvera des plateformes pour s'assurer que cette conversation, cette collaboration entre les partenaires et les dirigeants de programme continue. Merci encore. Et merci à l'audience, au public de votre écoute.